Madame la ministre, déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, chère Aurore Berger. Alors, Madame la chef du Bureau central des cultes, chère Parvine Lacombe, que je viens donc de rencontrer pour une première fois. Monsieur le chef de la Mivilude, cher Donatien Levaillant, voilà, merci d'être là. Monsieur le secrétaire général de la Conférence des évêques, cher Hugues de Voilemont. Monsieur le président du Conseil national des églises évangéliques en France, cher Erwan Clorec. Alors, il y a aussi des représentants des cultes, donc notamment cher Anton Geliazov, qui est là, qui était très actif au village olympique, au centre multiconfessionnel. T'es pas seul, oui, mais justement, tu étais très actif avec Najat Ben Ali, qui est là aussi. Voilà, et avec Jean-Fred Berger, Najat Ben Ali, qui est rectrice de la mosquée Javel et responsable des mosquées dans l'Île-de-France, c'est ça? Merci d'être là. Monsieur le président de la Fondation du protestantisme, cher Antoine Durleman, et puis nominativement, cher Jean-Arnold de Clermont, un de mes prédécesseurs, voilà, qui nous fait l'amitié d'être là. Monsieur le président de la Société d'histoire du protestantisme, cher Henri Zuber, Madame la présidente du Conseil national de l'Église protestante unie, cher Emmanuel, Mesdames et messieurs les représentants des membres de la Fédération protestante de France, je ne saurais tous vous citer, Mesdames les vice-présidentes de la Fédération, chère Valérie Duval-Poujol, elle me reproche toujours d'oublier le Poujol, donc j'ai vraiment fait attention, et chère Isabelle Veillet, et puis, monsieur le secrétaire général, chers amis du protestantisme français. J'ai l'immense et l'infini plaisir de vous accueillir à la Maison du protestantisme pour cette cérémonie des vœux 2025. Et je voudrais tout d'abord exprimer à Madame la ministre notre profonde gratitude d'avoir accepté cette invitation au regard d'un agenda très contraint. Votre présence honore le protestantisme à l'aube de cette année 2025. Vous le verrez dans mon propos, bien des projets que nous portons entrent en résonance avec les missions ministérielles qui sont les vôtres. Nous vous accueillons en ayant disposé ici cette chaise qui rend présent symboliquement les victimes de violences conjugales, les féminicides et des féminicides. Elles auraient dû être parmi nous, mais elles ne le sont pas, leur place est vide, elles nous manquent. Une place pour elles est un beau projet fondé par une association, donc fondée aussi par des protestantes, dont certaines sont présentes ce soir et ont eu l'occasion de vous saluer. Chers amis, je voudrais tout d'abord vous adresser à chacune et à chacun mes plus chaleureux et chers vœux pour 2025. Je les formule pour vous-même, pour les responsabilités qui sont les vôtres, pour vos projets et vos engagements. Que toujours l'esprit de la fraternité l'emporte sur l'indifférence et la haine. Que la rencontre et le dialogue toujours l'emportent sur l'ignorance et l'incompréhension. Et que la confiance et l'espérance maintiennent ouvert et lumineux l'horizon vers lequel nous marchons. Certains d'entre vous ont peut-être connu un moment d'hésitation en entrant dans cette salle, en s'interrogeant s'ils étaient bien au bon endroit. En effet, la fédération, vous le voyez, la fédération protestante a changé d'identité visuelle. Elle l'a fait pour mieux traduire la vision qui nous anime d'être des protestantes et des protestants. Alors, on nous a donné droit à 5 mots, mais d'être des protestantes et des protestants engagés au cœur de ce monde. Un visuel qui fait écho à la foi vivante et à la spiritualité de l'action qui nous anime, ainsi qu'à notre volonté de questionner ce monde et ses défis tout en nous laissant questionner par lui. Conscient de la singularité du protestantisme, conscient aussi de l'appel de l'Évangile à aimer son prochain et à le servir, conscient aussi de la nécessité du dialogue dans le cadre d'une société plurielle et laïque, la Fédération décline sa mission avec les verbes rassembler, représenter, témoigner et servir. Avec cette croix,
d'un bleu outre-mer qui n'est pas sans résonance avec le bleu de France. La Fédération protestante affirme d'une part son ancrage dans l'Évangile et d'autre part, elle fait référence à la croix huguenote, à l'histoire des protestants de France, à leur lutte pour la liberté religieuse, à leur résolue loyauté vis-à-vis de la République et de la laïcité. Avec cette colombe légèrement décentrée, la Fédération confesse sa foi en l'action de Dieu par son esprit en nous et parmi nous, et ce, dans l'Église, auprès des humains et dans ce monde. Les 8 gouttelettes évoquent notamment la diversité du protestantisme qui rayonne de toutes ses nuances dans un témoignage au service au cœur de ce monde. Persévérer dans la fraternité, ou plus littéralement pour ceux qui lisent l'Épître aux Hébreux, persévérer dans l'amour fraternel. C'est le verset que nous avons choisi pour nous accompagner durant cette année 2025. Avec ce verset, la Fédération veut encourager chacune et chacun à produire les efforts nécessaires pour vivre ce lien de fraternité. Un lien si essentiel à nos églises, un lien si fondamental pour notre fédération, un lien si indispensable dans la relation à autrui, notamment la relation au sein ou entre les cultes, mais aussi la relation au sein d'une société plurielle, avec toutes celles et tous ceux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur identité culturelle, religieuse ou sexuelle. Vous le savez, j'avais mis une petite note pour le grand rabbin, mais la Bible est plus que lucide sur cette question de la fraternité, parce que dès les premiers récits, ben voilà, je peux me tourner vers Pauline Beb, dès les premiers récits, la Torah nous montre des récits de frérocité. Des rendez-vous de fraternité manqués, des histoires de rivalité, de tromperie, de conflictualité, de rupture et même de fratricide. La fraternité est une épreuve et est mise à l'épreuve, et ce, dès l'origine. La pensée d'Emmanuel Levinas à propos de la fraternité m'inspire beaucoup. Et puisque nous venons de faire mémoire du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, je cite plus volontiers la pensée de ce philosophe, pensée pétrie du vécu des camps et du vécu de cet éboulement absolu que représente la Shoah. Levinas parlait du fait originel de la fraternité, car il voit dans la fraternité un lien qui préexiste, un lien qui unit les humains et qui les oblige. Pour Levinas, nous ne choisissons pas la fraternité, elle nous est donnée. Notre défi, en fait, réside dans notre capacité à en prendre conscience et à incarner cette fraternité dans nos actes. C'est un peu comme l'unité de l'Église, elle nous est donnée en Christ, et pour nous, il s'agit de la reconnaître et de l'incarner. Avec ce verset, persévérer dans l'amour fraternel, la Fédération veut encourager ses membres à se reconnaître mutuellement sœurs et frères en Christ, à œuvrer pour toujours mieux incarner cette fraternité, pour devenir ainsi collectivement le levain de fraternité au cœur de la société. Conscients de cette nécessité, les responsables des cultes ont proposé au président de la République de mettre en place en France une journée de la fraternité. Et Madame la Ministre, j'avais l'occasion, lors du lancement des assises de la lutte contre l'antisémitisme que vous avez organisé je crois que c'est en février ou mars 2024, d'évoquer ce projet, dont la finalité serait de soutenir un mieux vivre ensemble dans le respect de la liberté de chacun, de croire ou de ne pas croire. Notre idée était de proposer un cadre événementiel qui offrirait aux citoyens français l'opportunité de se rencontrer autour du thème de la fraternité, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître l'autre dans sa différence, et peut-être ainsi de casser un tout petit peu ou de réduire le seuil des préjugés qu'on pourrait avoir les uns vis-à-vis des autres. Victor Hugo disait que la fraternité est de l'ordre du devoir. En effet, la fraternité est la seule promesse de la devise républicaine qui a besoin des citoyens pour se réaliser, ou pour être réalisée. Elle se vit d'abord localement, dans la rencontre de personne à personne, là où il nous faut retrouver notre humanité. Et c'est dans cet esprit
que cette journée viserait à fédérer sous une même bannière des initiatives locales de terrain, un peu à l'instar de la journée du patrimoine ou des journées du patrimoine. Alors, pour conforter la conscience de ce lien fraternel, notamment avec nos sœurs et frères juifs, la Commission des relations avec le judaïsme a créé une exposition Juifs et chrétiens plus proches que tu ne le penses. C'est un projet que nous menons aussi de concert avec la Conférence des évêques. Sur une quinzaine de panneaux sont mis en exergue l'affinité élective des fêtes chrétiennes et juives et en même temps la grande proximité des démarches spirituelles et religieuses de ces deux traditions. Nous aurons l'occasion, à l'occasion du 150e anniversaire de la fondation ou de la création de la synagogue, de la grande synagogue de la Victoire, dans Paris 9e, d'inaugurer cette exposition dans la mairie de quartier du 9e arrondissement et après d'inviter les mairies de quartier de l'Île-de-France ou de Paris de faire circuler cette exposition. Je voudrais esquisser quelques contours des projets que la Fédération protestante va mener en 2025. Et en premier lieu, notre action de lutte contre la violence sexuelle et spirituelle. Parce que l'année 2025 va marquer une année clé, une étape dans cette lutte contre les violences sexuelles. L'Assemblée générale de la Fédération protestante de France, qui vient de se tenir à Sète le week-end dernier, a adopté un référentiel qui propose à tous ses membres, églises, communautés, œuvres et mouvements, une conduite à tenir en cas de plainte pour violence sexuelle ou spirituelle contre une personne investie d'une responsabilité ecclésiale. En fait, nous sommes un peu dans la situation de l'Union européenne, on peut énoncer des directives, mais il appartient aux membres de les traduire dans leur discipline et dans leurs textes réglementaires. Et Madame le ministre, le 6 mars prochain, la Fédération protestante de France lancera un numéro d'appel national dédié au protestantisme pour accueillir, conseiller et accompagner toute victime de violences sexuelles et spirituelles. Ce numéro sera mis en place avec l'association France Victimes afin de bénéficier à la fois de l'expertise de ces professionnels qui se seront aussi formés aux réalités ecclésiales et de bénéficier aussi d'un réseau territorial de lieux d'accueil pour encore mieux accompagner ces victimes. En partenariat avec l'Alliance biblique, ce même jour, nous allons lancer la publication donc d'un guide intitulé « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme ». Il sera donc officiellement lancé. J'ai le privilège de vous offrir dès à présent, en avant-première, un exemplaire de ce guide pour lutter contre les violences. Ensuite, la Fédération poursuivra son effort de formation et de sensibilisation des responsables aux violences sexuelles et spirituelles. Nous le faisons au sein de notre famille et nous continuerons à le faire aussi en collaboration avec la Conférence des responsables de culte, car nous avons déjà eu une première formation interreligieuse à la lutte contre les violences sexuelles et spirituelles. Nous allons également mettre en place cette année un comité qui va être créé pour être un lieu d'expertise et accompagner les responsables d'église quand ils seront confrontés à une situation. C'est souvent très délicat. Enfin, vous avez l'expérience, mais c'est souvent très, très délicat. Et pour nos conseillers presbytéraux ou nos responsables d'église, nous allons avoir un lieu qui va agréger un peu toute cette expertise et les accompagner au mieux quand ils sont confrontés à ce type de situation. Enfin, nous allons amorcer ou continuer l'élaboration d'une charte de déontologie ecclésiale et pastorale que nous espérons soumettre à la prochaine Assemblée générale. Nous le faisons aussi, et je me tourne vers Donatien Levaillant, le chef de la Mivilude, nous le faisons aussi parce que nous voulons renforcer notre collaboration avec la Mivilude afin de mieux lutter contre les dérives sectaires et contre tous les abus, contre tout le mépris de la liberté individuelle. Et donc cette année, normalement, au premier semestre, nous signerons une convention avec la Mivilude afin, j'allais dire, de joindre nos forces, nos expertises, nos compétences dans la lutte pour le respect des libertés fondamentales, y compris de la liberté religieuse. Dans le cadre de cet engagement, Madame la Ministre, je me permets encore de m'adresser à vous une demande. En fait, la seule enquête statistique dont les cultes disposent sur ces questions de violences faites aux femmes, c'est l'enquête ENVEFF de 2000, une enquête nationale donc sur les violences envers les femmes en France. Et cette dernière montre que la religion est en général un facteur déterminant pour les violences conjugales.
et même que le niveau de violence augmente selon qu'on est croyant ou pratiquant. Or, cette enquête a 25 ans. Cette enquête a 25 ans, il serait très utile pour les cultes de disposer d'une nouvelle enquête prenant en compte l'identité religieuse des sondés, afin de mieux nous encourager pour poursuivre les efforts dans la lutte contre ces violences. En 2025, on parlera beaucoup des 120 ans de la loi de 1905, qui instaure au cœur de la République ce principe structurant de la laïcité. Vous l'avez sûrement lu dans la presse, lors des vœux aux autorités religieuses, le président de la République a tenu à rappeler qu'il s'agissait dans son essence d'une loi de liberté qui offrait à toute conscience la liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou pas, et surtout de pratiquer en toute liberté sa religion. Conscient, et je cite le président, à quel point la laïcité n'est pas un concept excluant, mais un espace d'échange et de partage, le président fait appel aux responsables des cultes pour qu'ils soient des ambassadeurs de la laïcité. Or, 1905, c'est également, et le hasard n'est pas un hasard, l'année de création de la Fédération protestante de France, précisément le 25 octobre. Nous aurons donc l'occasion cette année non seulement de dire notre attachement au principe de la laïcité, mais aussi de faire mémoire du parcours fédératif durant 120 ans et d'affirmer notre attachement au dialogue régulier, ouvert et transparent. Ça, c'est l'article 17 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Notre attachement à un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les gouvernants et les pouvoirs publics. Vous l'avez peut-être noté, la Fédération vient de rendre publique une enquête sur le protestantisme en France. Une enquête menée avec le concours de Jérôme Fourquet et de l'IFOP, une enquête pilotée, alors conjointement, je voudrais dire, entre Jean-Paul Willem, que je salue, et moi-même, puisque c'est lui qui a élaboré le questionnaire, on a beaucoup échangé, et c'est lui qui m'aide à travailler sur ces 240 pages de chiffres voilà, dont nous avons été abreuvés, et qu'il s'agit maintenant d'analyser avec beaucoup de finesse et d'expertise. Donc nous aurons cette année, sûrement au deuxième trimestre, une journée d'études pour donner à nos différents spécialistes, les démographes, les politologues, les spécialistes de la pratique religieuse, les éthiciens, donner ces chiffres pour que, du point de vue de leur expertise, ils nous fassent l'exégèse de ces chiffres. Il y en a qui savent faire des exégèses, alors moi je sais lire les textes bibliques, d'autres savent lire les chiffres et les faire parler. Enfin, je voudrais mentionner un dernier projet pour cette année. 2025, c'est aussi les 10 ans de Laudato Si, la bulle papale la plus lue au monde, de toute l'histoire de l'humanité, et de la COP de Paris, la COP 2015 de Paris, COP 25. Vous savez, nous avons domicilié notre plaidoyer écologie et justice climatique depuis 2 ans à la conférence des responsables de culte en France. Et nous proposerons dès vendredi prochain un projet événementiel pour marquer cette échéance. Un projet pour à la fois faire le bilan de notre plaidoyer, probablement dans une rencontre avec le président de la République, puisque nous l'écrivons régulièrement à l'aune des COP, et aussi pour renforcer notre action de conscientisation et de lutte contre le réchauffement climatique. J'espère que vendredi prochain, l'ensemble des cultes nous accompagneront dans ce projet, d'avoir un événementiel, notamment de dialogue avec les acteurs économiques en automne sur ce projet. Et je voudrais conclure mon propos avec une parole que je donne à Albert Schweitzer, médecin, théologien, musicologue, prix Nobel de la paix, dont le 14 janvier dernier, nous venons de célébrer, commémorer le 150e anniversaire de la naissance. Dans son énoncé, ou dans l'énoncé de son éthique du respect absolu de la vie, il écrit, et c'est une citation qui fait résonance à beaucoup de nos engagements, « Un homme n'est réellement éthique que lorsqu'il obéit au devoir impérieux d'apporter son assistance à toute vie ayant besoin de son aide, et qu'il craint de lui être dommageable. Il ne se demande pas dans quelle mesure telle ou telle vie mérite la sympathie, par sa valeur propre, ni jusqu'à quel point elle est capable d'éprouver de la sensibilité. La vie en tant que telle est sacrée pour lui, pour l'homme qui a une réelle éthique. Alors que cette éthique nous inspire en cette année
et qu'elle guide nos actions. Je vous remercie pour votre attention et je vous cède la parole, Madame la Ministre.